qui est disponible au niveau de l'UEMOA, les entreprises ne pourront pas, privées, ne pourront pas emprunter et ça va aussi engendrer comme conséquence une augmentation des taux d'intérêt. Mais comment on gère maintenant le pays? Mais on gère le pays en essayant de trouver des solutions alternatives. Aujourd'hui, lesquelles? Les solutions alternatives, c'est quoi? C'est d'agir sur la fiscalité. D'abord, la fiscalité, parce que l'État, vous l'avez vu, dans le cadre de son plan de redressement économique et social, avec la vision Sénégal 2050, avec les 3 axes qui sont attendus, redresser, impulser et accélérer. D'abord, dans cette phase de redressement, l'État cherche à mobiliser des ressources internes. 90% des citoyens. Mais là, on note que ce sont les pauvres qui vont payer les factures salées, les pauvres qui n'ont pas cassé. Ça fait partie des effets sociaux de la dette. Vous savez, la dette a des effets économiques, a des effets financiers, a des effets sociaux et a même des effets géopolitiques. Parmi les effets sociaux de la dette, c'est souvent vous faites supporter à une génération les conséquences de vos propres manquements. C'est pourquoi d'ailleurs les financiers classiques, pour ceux qui faisaient les finances publiques, ils étaient contre totalement la dette parce qu'ils disaient que les générations qui vont payer la dette n'ont pas bénéficié de cette dette. C'est pourquoi ils étaient contre. Et souvent, effectivement, quand il y a une dette comme ça, il y a des répercussions sociales. Parce que la taxe, effectivement, quand on va instituer ces taxes-là, oui, on règle des problèmes budgétaires. Mais on peut en causer des problèmes économiques. Lesquels? L'inflation d'abord. Le pouvoir d'achat du Sénégal, du Sénégalais. Donc on va vers une inflation. C'est possible. En tout cas, plus il y a de taxes, plus il y a des risques qu'il peut y avoir des inflations. Sauf maintenant si la taxe est bien imaginée pour couvrir des champs qui n'étaient pas couverts. Je donne l'exemple de la taxe sur le mobile money. Vous l'instituez, c'est quoi? Vous instituez votre taxe sur le mobile money. C'est vrai qu'une bonne partie de cette taxe, ça aussi, j'ai vu que dans le débat politique, l'opposition ne l'a pas assez bien précisé. Une bonne partie, c'est juste une anticipation sur les impôts que doivent supporter. Par exemple, dans le cadre des paiements marchands, les 1,5 supportés par les entreprises, les entreprises commerciales. Donc, ce n'est pas vraiment un impôt nouveau. Mais c'est juste une anticipation sur la fiscalité que doivent supporter ces gens-là. Mais si on est vraiment dans un impôt sur la taxe sur le mobile money, comme les 0,5% que le consommateur final supporte, ça veut dire quoi? Ça veut dire concrètement que l'État règle ses problèmes budgétaires, mais m'amène à payer un peu plus cher ma vie, que ce soit pour Canal, que ce soit les transactions que je vais faire, que ça soit... Et ça, c'est l'inflation. Mais oui, mais ce sont les petites bourses qui vont signer de plus, hein, en plus. Oui, mais pas forcément les petites bourses, ce sont ceux qui vont faire plus de transactions si on est dans les taxes sur les mobile money. Mais sur le reste aussi, les prix vont augmenter. Peut-être que ce ne sont pas eux qui font les plus de transactions, ce sont eux qui vont faire plus de transactions. Si on est dans les autres taxes, ce sont ceux qui fument, par exemple, comme nous avons les fumeurs peut-être vont supporter une partie, ceux qui jouent à la carte, à la loterie vont supporter une autre partie, d'autres vont supporter. Mais ce qui importe à la fin, c'est de trouver un équilibre entre régler les problèmes budgétaires sans pour autant que ça n'ait d'incidence sur des problèmes économiques. Parce que souvent, les décisions que nous prenons pour régler nos problèmes budgétaires peuvent avoir un impact économique. Quand vous instituez une fiscalité, cette fiscalité-là vous permet d'avoir plus de revenus. Mais si cette fiscalité-là a des impacts sur l'inflation, sur l'investissement ou sur le pouvoir d'achat, ça peut impacter soit l'investissement des entreprises, les revenus des ménages et impacter plus ou moins leur capacité à faire face et à vivre dans des situations où c'est déjà très difficile. Donc, le premier combat, c'est de trouver l'équilibre entre régler les problèmes budgétaires sans en causer Mais il faut toujours faire recours aux emprunts obligataires, c'est aussi une solution pour essayer de pallier le manquement. Oui, en fait... Là aussi, ça commence à peser lourd. Oui, l'emprunt obligataire, en fait, c'est un moyen de financement comme tout autre. Hein. L'emprunt obligataire, c'est juste quand vous décidez d'aller sur le marché financier. Mais nous en sommes à plus de 1000 milliards là, ça, autour de tout ça. Oui, mais c'est normal. C'est normal parce que quand on ferme une porte, vous êtes dans cette salle-là, s'il n'y avait que 2 portes et que cette porte est fermée... Mais à quel coût? Non, je dis bien.
s'il n'y avait que 2 portes et que cette porte-là est fermée, pour sortir de cette salle et qu'il n'y avait que l'autre porte, vous allez prendre l'autre porte. C'est la même chose. Aujourd'hui, les États ne se financent que par des ressources internes ou externes. Et si on prend les ressources externes, les États ne se financent que via des prêts concessionnels avec l'appui du FMI. Ou via des prêts non concessionnels. Dans les prêts non concessionnels, vous avez toute une liste: emprunt obligataire, APE, appel public à l'épargne, diaspora bond si vous voulez, ou tout autre type d'emprunt. Mais puisque le FMI et ses partenaires nous ont fermé la porte, on est obligé d'aller vers l'autre personne. Est-ce que ça pourra compenser le besoin? Non, du tout. Non seulement ça ne compense pas le besoin, pourquoi ça ne compense pas le besoin? Parce que la disponibilité au niveau de l'UEMOA, c'est une disponibilité très limitée. Voilà. L'UEMOA n'offre pas plus de 2 000 à 3 000 milliards par année. Et cette disponibilité-là, l'État en a besoin, les entreprises privées en ont besoin. Et si l'État prend trop de disponibilité, parce que dès que l'État se met dans le marché régional, les créanciers préfèrent prêter à l'État plutôt que de prêter aux entreprises privées, parce que l'État est plus solvable. Et si l'État absorbe la liquidité disponible au niveau de l'UEMOA, ça veut dire que les entreprises privées auront des difficultés pour emprunter dans ce même marché. C'est ce qu'on appelle souvent en économie l'effet d'éviction. Et s'il y a cet effet d'éviction, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'ici, la demande sera plus forte que l'offre. Il y aura beaucoup d'entreprises privées qui auront besoin de prêts, mais qui n'auront pas les moyens pour voir des créanciers qui sont capables de leur donner ces moyens-là. Et si la demande est plus forte que l'offre, la conséquence directe, c'est que les taux d'intérêt vont augmenter et grimper. C'est pourquoi cette stratégie de l'État, c'est une stratégie dangereuse. Et le ministre des Finances et du Budget l'a lui-même rappelé. Dans sa dernière sortie, il a rappelé qu'effectivement, à force de vouloir continuer dans cette stratégie-là, ça peut créer des effets d'éviction. Mais qui sont en train de trouver un équilibre entre ça, entre la fiscalité intérieure, entre les taxes, voilà. Et peut-être là où je les attends davantage encore, le nouveau régime, c'est sur la rationalisation, voilà, du train de vie de l'État. Là, ils ne sont pas encore au beau fixe. Ça coince toujours. En tout cas, il y a des études, des travaux à l'interne. Hier, j'ai vu qu'on nous signale que le PM a fait passer son budget de 25 milliards à 11 milliards, le budget de la primature. De 25 milliards à 11 milliards. À 11 milliards, donc il a diminué de plus de la moitié. Il y a d'autres informations qui circulent qui montrent que des efforts sont en train d'être faits, mais je pense qu'ils peuvent aller un peu plus loin en finalisant ce plan-là, ce plan de redressement au niveau du secteur parapublic pour voir les agences à supprimer, les agences redondantes, les autres à fusionner, mais aussi en ayant une grille salariale au niveau de la fonction publique qui permettra de régler à la fois les disparités, mais tout en évitant des salaires usuriers ou exorbitants. Il y a tout un ensemble de mesures qui va toucher non seulement qui doivent normalement toucher les salaires, qui doivent toucher les organismes, qui doivent toucher le train de vie, qui doivent toucher même les voyages. On avait récemment vu aussi que le PM, dans le cadre des voyages, avait décidé de centraliser. Ce qui fait que les frais de mission et autres que les gens perçoivent allait être limité. Il y a un autre problème. Si vous prenez le décret sur les frais de mission à l'intérieur, ce décret-là, aujourd'hui, n'intègre pas dans son champ le secteur parapublic. Et comme ça n'intègre pas dans son champ le secteur parapublic, ce décret de 2007, le secteur parapublic, les gens par note de service créent des indemnités de frais de mission à l'interne. Ça, il faut encadrer aussi pour éviter que ça soit des fourre-tout qui vont grever encore davantage. Donc il y a encore du chemin à faire. Il y a encore du chemin. Et suppression des caisses noires. Moi, je ne suis pas pour. Ah bon? Oui, je ne suis pas pour la suppression des caisses noires. Pourquoi je ne suis pas pour la... Et d'ailleurs, lorsque le régime venait d'arriver, on m'avait interrogé sur la question, moi personnellement, et j'avais fait une note pour dire que moi, je ne suis pas pour la suppression des caisses noires. Déjà, ça ne s'appelle pas caisse noire. Au Sénégal, la dénomination, c'est les crédits spéciaux. Ces crédits spéciaux sont prévus par le règlement général sur la comptabilité publique, qui renvoie à un décret pour l'organisation de ces crédits spéciaux. Jusqu'ici, c'est le président de la République, le président de l'Assemblée nationale,
le Haut Conseil des collectivités territoriales qui à l'époque avait ses crédits spéciaux qui a été supprimé. Le Premier ministre en dispose. Ça, je ne le pense pas. Ah bon? Ouais. Le Premier ministre n'a pas de fonds spéciaux? Du tout. Ni de caisse noire? Du tout. Ça, je ne le pense pas. De connaissance, Oui. les seuls crédits spéciaux qui existent au Sénégal, c'est à la présidence de la République, c'est au niveau de l'Assemblée nationale et c'était au niveau du Conseil économique, du Haut Conseil économique social et qui a été supprimé. Aujourd'hui, donc, c'est le président de la République, l'Assemblée nationale, qui ont des crédits spéciaux. Et non le Premier ministre? Du tout. Et qu'est-ce que le Premier ministre a? Il a son budget, le budget de la primature. Le budget de la primature, c'est pas... Parce que la différence entre les fonds spéciaux et un budget, c'est quoi? C'est que les fonds spéciaux, le contrôle de l'utilisation, c'est-à-dire, on ne vous demande pas où est-ce que vous allez dépenser ça. D'accord. Parce que c'est des fonds qui sont institués pour des raisons d'intérêt stratégique, des raisons d'intérêt national. C'est des fonds qui sont institués pour gérer un certain nombre de problèmes liés à la sécurité intérieure du pays, liés également à l'intégrité physique du territoire, à la prise en charge d'un certain nombre de problèmes dont on ne peut pas débattre au niveau de l'hémicycle et un peu partout. C'est ça la raison d'être. Et c'est pourquoi dans les pays et les démocraties avancées, l'octroi de fonds de crédits spéciaux ne s'oppose pas à leur contrôle. Ok. Il y a des mécanismes de contrôle. Moi, je suis pour qu'on institue des mécanismes de contrôle renforcés sur ces crédits spéciaux, mais pas de les supprimer. Parce que des situations arriveront où on ne pourrait pas être dans des budgets normaux, où il faut engager, ordonnancer, liquider, attendre qu'un comptable puisse payer, quoi. Ah, absolument.